What is up, family? We have another Patreon request. We have a guy with some very interesting hair. Il a beaucoup de cheveux, ce gars. Bon, anyway, Herodot... Quoi? Herodot.com. That must be him. La prise de What? Constantinople? I don't even know what that means. Featuring Hardy Saval. Je le connais pas. Je connais rien. Ok, voilà. C'est très bien. It's going to be very educational. Because alors là, I have no idea what we're even getting ourselves into. Il y a beaucoup de bouquins, though. Beaucoup de bouquins. À la base, je voulais vous proposer un super projet vidéo sur la chute de Constantinople, mais je me suis rendu compte que j'avais les yeux plus gros que le ventre. Alors du Ça, c'est un problème que j'ai aussi. coup, je ne vais quand même pas me laisser abattre, je garde ce projet en tête, quitte à l'adapter, mais je veux quand même vous proposer aujourd'hui une vidéo plus classique sur le même thème. Même si elle-même est assez spéciale. Déjà, c'est la plus longue de la chaîne, mais aussi... Of course, and that's what I gotta look at. Okay. Aujourd'hui, 43 minutes. nous n'aurons pas les musiques d'Adrian von Ziegler, que je remercie mais chaleureusement pour toutes les fois où je les ai utilisées. Non, nous aurons celle de Jordi Savall, un brillant musicien d'exception dont la particularité, c'est qu'il est allé rechercher, dépoussiérer et rejouer des musiques anciennes du pourtour méditerranéen avec son ensemble Hespérion 21, allant du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle. Alors n'hésitez pas, mais une seule seconde, à aller acheter leur CD chez Aliavox, leur maison de disques. Chacun est un pur bijou. Et ça n'a mais rien d'un placement de produit, c'est moi qui les ai contactés, j'en rêvais. Et alors du coup aussi, pour ne pas gâcher ces mélodies envoûtantes, il n'y aura pas d'extrait vidéo pour rythmer, vous savez, Louis de Funès, tout ça, etc. Je me suis dit que ça allait rendre le montage un peu épileptique, puis ça allait gâcher ces musiques. Donc aujourd'hui, tendez bien l'oreille, tout est historique. Dans ces deux vidéos, vous avez pu voir que l'Empire byzantin se cassait de plus en plus la gueule au profit du sultanat ottoman. Il est donc temps aujourd'hui de s'intéresser au coup de grâce, la chute de Constantinople le 29 mai 1453. Bon. J'en profite pour une autre précision. I was young. I was very young. 1453. J'étais très jeune. Je ne fais ici l'apologie ni du martyr byzantin, ni du conquérant ottoman. J'ai autant de respect et d'admiration pour les deux. Quant à ceux qui viendront me baver dans les étagères que les Turcs sont des barbares, ils ont pillé, réduit en esclavage, violé, détruit, les chrétiens n'auraient jamais osé faire ça, je les renvoie au choix à la prise de Constantinople en 1099 par les croisés, ou à la présence européenne en Amérique du Sud à partir de 1492, soit 40 ans après. Voilà. Donc il est hors de question que cette vidéo soit récupérée à d'autres fins que celle-ci. Vous racontez ce moment majeur de l'histoire, de la façon la plus objective qui soit, avec mes traits d'humour habituels. Okay. Always good to have a touch of humor. Mehmed II, le conquérant, monte sur le trône à l'âge de 19 piges suite à la mort de son père le 2 février 1451. Mais il n'est pas devenu le conquérant tout de suite, loin de là. Au début, l'armée ne veut pas de lui, surtout en Anatolie, les conseillers de son père non plus, et du coup, le peuple les suit. Tout ça parce qu'à 12 piges, il avait fait un bout de règne fort peu concluant, on l'a vu. Enfin, en même temps, à 12 piges, à part pour bouffer ses crottes de nez et compter ses poils, on est généralement loin d'être un cador. Ouais. Il est donc un peu tendu du turban, Mehmet, parce que c'est pas comme chez nous. Nous, on a un taré comme Charles VI le dingue, on le garde, c'est Dieu qui l'a mis là, on va pas y toucher. Chez les Ottomans, si le sultan est pas bon, on le vire. Donc il lui faut un coup d'éclat, s'il veut pas un coup d'état, et un truc qui en jette. Il passe donc ses nuits à carburer, déambulant dans les rues d'Andrinople, sa capitale, habillé en simple soldat, à la recherche d'une idée. Quand soudain, il en a une, pendant l'hiver 1451. Prendre Constantinople. Attack on Titans. See, that's what the wall is protecting them from the Titans. Outside. Ah non, c'est wrong video. C'est vrai que ça aurait de la gueule. Dans le monde musulman, une prophétie lancée par Muhammad dit qu'un jour, un prince de l'islam prendra la reine des villes. Alors, les Omeyyades s'y sont essayés sans succès en 673 et en 717, les Seldjoukides ont pas osé tenter le coup, et Bayezid puis Mourad II se sont plantés face aux murailles. Autant dire que celui qui réussira sera mais auréolé de gloire et deviendra le plus grand prince musulman de tous les temps. Ensuite, c'est aussi bien stratégiquement.
Le peu qu'il reste de l'Empire byzantin est une enclave certes assez insignifiante au milieu du sultanat ottoman, mais indispensable stratégiquement. Elle sépare la Roumélie, la partie occidentale du sultanat, de l'Anatolie, la partie orientale. Alors, certes, les Byzantins sont plus vraiment une menace, mais si jamais leurs copains d'Occident reviennent foutre leur pif dans les affaires du coin comme en 1204, bah ça pourrait bien menacer sérieusement le sultanat. Donc en finir avec Constantinople et en soi avec Byzance est doublement une bonne idée. Alors c'est bien mignon, mais il y a quelques soucis, ne serait-ce qu'au sein du pouvoir ottoman. Les anciens conseillers de Mourad II, que Mehmet a dû garder pour ne pas se taper une révolte, et qui sont représentés par le vieux premier vizir Halil Chandarli Pacha, bah ils sont contre. Bon, ils la ramènent pas non plus des masses, parce qu'ils sont déjà heureux d'avoir survécu à l'accession au trône de Mehmet, qu'ils avaient bien humilié quand il était plus jeune. Mais ils sont pas chauds. Selon eux, habitués à vivre en bons termes avec les Byzantins, les assiégés reviendraient à s'exposer aux foudres de toute l'Europe. Rome, Venise, Gênes, les croisades, etc. Donc pour eux, ce projet vaut pas tripette et a été imaginé par un gros gamin irresponsable. En gros. Mais Mehmet se laisse pas marcher sur les babouches. Déjà, il a Sur les babouches. discrètement mais fermement regagné du terrain à sa propre cour. S'il a maintenu certains vieux conseillers de son père, il les a stratégiquement dispersés pour qu'ils ne complotent pas contre lui. Mais surtout, il s'est entouré d'une nouvelle génération bien plus impétueuse et bien plus belliqueuse, avec par exemple Zaganos Pacha, un renégat d'origine albanaise probablement, qu'il a fait second vizir, histoire de faire un peu chier Khalil Pacha, que Zaganos déteste. On trouve aussi par exemple Mahmoud Pacha, qui s'illustrera plus tard. Et cette génération-là, elle veut la guerre. Ça suffit pas pour autant. That generation wants war? No. In the 1400s? War? Battles? Burning villages? No. Si les vieux veulent pas, c'est aussi parce qu'il faut un motif. Or Byzance et le sultanat sont en paix depuis qu'on a reconduit les traités du temps de Mourad. Mais les Byzantins se croyant toujours les plus malins, jouant au chantage comme on l'a vu, menaçant de soutenir le prétendant ottoman Orhan qu'ils ont chez eux si Mehmet leur file pas plus de pognon pour sa pension, bah le prétexte est tout trouvé. Il a donc commencé, au printemps 1452, par faire construire Boğazkesen, le coupe-gorge, futur Roumet-le-Hissar, forteresse jumelle d'Anatolou-Hissar, près de Constantinople, pour mieux en assurer le blocus. Alors, les Byzantins, surpris de s'être autant plantés, viennent râler, rappelant que le terrible Bayécite lui-même avait demandé l'autorisation des Byzantins avant de construire Anatolou-Hissar. Or, Mehmet peut pas être pire que l'épouvantable Bayécite. Oh bah si, il les décapite. Et alors Eh ben voilà, tu vois? Voilà. Problem solved. qu'il a interdit le passage à tout navire, il fait couler le bateau vénitien qu'on a déjà évoqué, avant de buter l'équipage et d'empaler le capitaine. Ça s'annonce bien. Impaling the captain. Okay. Sounds about right in that era. C'est à peu près comme ça. Ouais. En face, Constantin XI sent bien que c'est mort pour la paix, malgré quelques tentatives auprès du vieux vizir Khalil Pacha, qui même s'il est contre la guerre, préfère éviter de s'acoquiner avec l'ennemi. La décapitation, ça pique. Donc, résigné à subir un siège, Constantin fait accumuler de la bouffe, réparer les murailles déjà bien entretenues par son frère, le précédent empereur Jean VIII, et préparer la grosse chaîne qui barre la Corne d'Or entre la ville et Péra pour préserver le port. Et une fois tout ça fait, il appelle des renforts, parce que c'est bien mimi, mais ils sont pas très nombreux les mecs. Oh, il en prend des vents. Ses frangins pourront pas l'aider. Mehmet intelligemment les occupera en envoyant une armée bousiller leurs dernières possessions en Thrace et en Morée. Les princes orthodoxes du coin, ils sont tous vassaux de Mehmet, alors ils vont pas tellement moufter. Il y en a qui vont envoyer des renforts, mais à Mehmet. Les Hongrois, c'est vrai que leur régent, Jan Hunyadi, a bien fait chier les Turcs ces derniers temps, mais maintenant il a plus tellement les moyens et il veut pas trop se faire remarquer. On dit même qu'ayant aidé à réparer la muraille du temps de Jean VIII, il a ensuite indiqué à Mehmet où placer ses canons pour tirer de façon plus efficace. Voilà. Merci quand même pour le coup de main. Et plus loin, c'est pas mieux. Le roi de Naples est chaud, mais vu qu'il aimerait remplacer Constantin, on lui fait pas trop confiance. Les autres souverains occidentaux s'en tamponnent royalement, comme d'habitude. Même Venise et Gênes, qui d'habitude filent un coup de main. Bon, toujours pour retirer quelque chose, jamais gratos. Là, elles n'en feront rien. Pourquoi ? Venise a conclu des accords trop juteux avec Mehmet pour jouer au con, et Gênes a déjà trop à faire en Europe. Donc elle donne des ordres étranges. Genre Venise, qui dit qu'il faut défendre les chrétiens mais sans provoquer les Turcs, et Gênes, qui dit que ses citoyens peuvent y aller s'ils veulent mais sans impliquer le nom de la cité.
Quant au pape, il est fidèle à lui-même, c'est-à-dire qu'il propose de l'aide sans en avoir les moyens déjà, ça on le verra, mais en plus, c'est pas gratos. En octobre 1452 débarquent à Constantinople 200 archers, recrutés à ses frais, avec à leur tête le cardinal Isidore de Kiev, un renégat orthodoxe. Le message est plutôt clair. Si vous voulez plus, si vous voulez pas crever, convertissez-vous. Religion. C'est joli, non? Oh oui. Ça donne pas une très bonne image de l'église catholique. Enfin bref, ça fout un énorme merdier chez les orthodoxes entre les unionistes, qui veulent bien, et les anti-unionistes, avec à leur tête le moine Génade, qui veulent pas. L'empereur essaye bien d'imposer le machin en organisant une grande messe pour célébrer l'union à Sainte-Sophie, mais comme d'habitude, ça fait un gros bide et on lui crache à la gueule. Plutôt le turban que la mitre de cardinal, disent certains, dont Lucas Notaras, mégadux, grand amiral et conseiller de Constantin. C'est un peu con, mais c'est classe. Mais rassurez-vous, il n'y a pas que des gros cons lâches, égoïstes et profiteurs, il y a aussi des gens profondément courageux et profondément altruistes. Non seulement les Vénitiens et Catalans de Constantinople promettent de rester pour Les Catalans? Oh! défendre la ville, mais en plus, le fameux prétendant ottoman Orhan en fait autant, et certains Génois de Péra traversent la Corne d'Or pour venir filer un coup de main, tandis que Péra assurera une partie du ravitaillement pendant le siège, tout en restant officiellement neutre, elle va pas se priver si elle peut gagner sur les deux tableaux. Et aussi, si parmi les Vénitiens de passage de retour de la mer Noire, il y en a 700 qui disent « Oh, nous allons rester vous aider » et qui se carapatent un beau matin, et il y en a d'autres qui sont scandalisés par cette conduite dégueulasse, qui vont rester. Et ce n'est pas tout. Des volontaires viennent de bien plus loin. De Gênes, comme le célèbre et glorieux aventurier Giovanni Giustiniani Longo, rejeton d'une illustre famille génoise, spécialiste de la défense des villes assiégées, avec 700 gonzes à ses frais. D'Écosse, comme l'ingénieur John Grant, qui accompagne Giustiniani, ou même d'Espagne, puisqu'on voit arriver un noble castillan, dont Francisco de Tolède, qui se prétend cousin de l'empereur et qui est venu claquer la bise pour l'occasion. Au total, ça fait 4983 Byzantins et environ 2000 étrangers. C'est tellement peu qu'on révèle pas les chiffres. Ouais, c'est rien. Mais il reste encore un espoir. Ils sont peut-être pas nombreux, mais ils sont pas non plus en race campagne, les gonzes. Ils ont un atout majeur qui protège efficacement Byzance depuis près d'un millénaire, la muraille de Théodose. Personne, pas même les croisés qui pourtant ont pris la ville en 1204, n'a réussi à la franchir. D'abord, un fossé de 18 mètres de large sur 10 de profondeur, puis un talus surmonté d'un parapet, puis la muraille extérieure de 8 à 9 mètres de haut, avec ses tours de 12 à 14 mètres de haut espacées tous les 50 à 60 mètres, puis 18 mètres derrière ça, la grande muraille intérieure de 12 mètres de haut, avec ses 96 tours de 15 à 20 mètres. Very well built. Smart. Pourquoi les Turcs réussiraient mieux maintenant face à pareille muraille qu'en 1394 ou en 1422 ? Ouais. Parce que Mehmet est beaucoup plus futé et beaucoup plus clairvoyant que I thought he was beheaded. I thought he's still around, Mehmet? We're going in the past? ses prédécesseurs. Peu de temps avant, un ingénieur hongrois, Urban, débarque à Constantinople pour proposer ses services. Malheureusement, Constantin n'a pas la maille, donc Urban décare et passe à Andrinople, à la cour de Mehmet. Celui-ci comprend très vite l'intérêt d'un tel gonze. Si la poudre est utilisée en Europe depuis à peine un siècle et pas toujours de façon efficace, il imagine très bien ce que ça peut donner si c'est bien fait. Il offre donc 4 fois plus que ce qu'Urban demande. Celui-ci fabrique donc un premier canon énorme, qui d'ailleurs va couler le fameux bateau vénitien, et Mehmet, mais ravi, lui en commande un second, 2 fois plus gros, pour le siège. Achevé début 1453, il fait 8 mètres de long, tire quotidiennement 7 boulets de 600 à 700 kg, il est traîné par 60 bœufs et 200 hommes, un monstre, le plus gros de l'époque. Wow. Mais surtout, Mehmet comprend là où ses ancêtres se sont vraiment plantés. Son empire a beau encercler Constantinople de toutes parts, son armée a beau être la plus puissante d'Europe, ses forteresses jumelles d'Anatolou et de Roumélo-Hissar ont beau faciliter le transfert de troupes, il lui manque un élément crucial, indispensable, une flotte, permettant de couper le ravitaillement et l'accès aux renforts des défenseurs, voire même, comme les croisés de 1204, de forcer la muraille maritime moins perfectionnée. Il fait donc réunir et construire une flotte à Gallipoli à partir de mars 1453 sous les ordres de Baltaole, le gouverneur de la ville. Environ 120 navires, 126 à peu près, de différentes tailles vont s'y rassembler, alors que la flotte défendant la ville n'en comportera que 26.
Oh, ok. Avec ça, Mehmet peut enfin rassembler ses troupes. À l'exception de quelques garnisons et de l'armée de Turan Beg déjà occupée à faire chier les frères de l'empereur, il réunit tout ce qu'il peut trouver. C'est ainsi que le 2 avril, juste après le dimanche de Pâques que les chrétiens ont pu fêter en paix, ce dont ils remercient le ciel, on voit arriver sous les murailles byzantines les premiers éclaireurs de cette immense armée. Puis, c'est le défilé des troupes ottomanes. 400 000 hommes selon les Byzantins, 150 000 selon les Italiens, 80 000 plus 20 000 selon les Turcs, ce qui est le plus probable. Dans tous les cas, ça pétoche grave sur les remparts. Le 5, toute l'armée du sultan est en place. Mehmet, secondé par son vieux premier vizir Halil Chandarli Pacha, qui essaie toujours désespérément de faire renoncer son maître, a fait dresser sa tente face au point le plus faible de la muraille, le Mesoteikion. À sa gauche, les troupes de Roumélie, dirigées par Karaja Pacha. À sa droite, celles d'Anatolie, dirigées par Ishak Pacha, ancien conseiller de son père dont il se méfie un peu. Du coup, il le fait seconder par son fidèle Mahmoud Pacha, qui deviendra un jour premier vizir. Zaganos Pacha, lui, tient la colline derrière Pera, entre le Bosphore et la Corne d'Or. Alors d'accord, les Génois vont rester neutres a priori, mais on n'est jamais trop prudent. Quant à la fameuse flotte, elle est dirigée par le gouverneur de Gallipoli, Baltaolu. La défense s'organise surtout autour de l'empereur, son mégadoux et grand amiral Lucas Notaras et Giustiniani. Habitué à défendre des villes fortifiées, le rejeton génois a fait se concentrer les troupes sur les murailles terrestres, lui-même et l'empereur défendant la portion la plus faible de la muraille, face précisément à l'endroit où le sultan a fait dresser sa tente, avec les meilleures troupes, tandis que Notaras reste en réserve, prêt à intervenir là où il y aura du grabuge. Les murailles maritimes ont elles aussi quelques défenseurs, mais on s'attend pas à grand chose de ce côté-là. La chaîne barrant la Corne d'Or, reliant la ville à Pera, levée dès le 2 avril, quand il y a eu l'arrivée des éclaireurs ottomans, constitue une excellente défense. Et si leur flotte est bien plus petite, leurs navires sont bien plus gros et leurs marins bien plus balèzes. 7000 hommes contre 100 000, 26 navires contre 126. If it was Caesar, 7,000 could possibly beat 100,000. If it was Caesar. L'empereur sur son imprenable muraille contre le sultan près de son monstrueux canon, tout est prêt. Le 6, comme le veut l'islam, Mehmet propose d'abord la reddition à la ville, auquel cas elle sera épargnée. Sinon, ce sera 3 jours de pillage. Bon, évidemment, Constantin l'envoie gentiment bouler, et Mehmet laisse donc ses canons s'en donner à cœur joie. Look at the size of those cannons. I mean, what in the hell? Holy. Seulement la panique dans le cœur des habitants avec leur détonation monstrueuse. Wow. Ils défoncent tout, abattant carrément des pans de murs que les défenseurs galèrent à reconstruire la nuit, généralement avec des débris tombés dans les fossés, histoire de faire d'une pierre deux coups. Les chrétiens, en position sur le mur extérieur et même sur le premier talus, disposent eux aussi d'une artillerie pour les défendre. Le problème, c'est qu'il faut la mettre en hauteur pour pouvoir atteindre les Turcs, donc autrement dit, sur les murailles. Sauf qu'à chaque tir, ça risque d'ébranler les fondations, donc autant ne pas défoncer leur propre défense avec leur propre artillerie. Ils vont donc se contenter de quelques mousquets rudimentaires, de coulevrines, de lances, d'arcs, d'arbalètes, de catapultes et d'armures plus résistantes que celles de la plupart des Turcs. Pour commencer, les Ottomans prennent 2 petites forteresses byzantines extérieures, zigouillent les défenseurs et empalent ceux qui se rendent. En face, plus tard, les Byzantins vont égorger les prisonniers turcs de la ville sur les murailles, bien à la vue du camp. Voilà, ça donne le ton. Pourtant, les Byzantins balisent pas tant que ça, et au début, ils se démerdent pas trop mal. Déjà, dès le 2 avril, la chaîne barrant le port empêche la flotte turque d'avancer. Le 18, ils repoussent un gros assaut terrestre, mais surtout le 20, ils voient arriver 3 navires génois et un byzantin apportant bouffe, matos et renforts payés par le pape, qui a gratté les fonds de tiroir. L'enjeu est capital. Et ce, pour les 2 camps. Les défenseurs ont besoin de bouffe et de matos, et une victoire sur les Turcs, ça fait toujours plaisir. Et Mehmet sait très bien ce que ça représente. C'est l'occasion de faire l'épreuve de sa nouvelle flotte qu'il a construite spécialement pour ça, mais aussi de prouver à son conseil et à son armée, chez qui il est toujours impopulaire, qu'il n'est pas un grand ado un peu bête de 21 balais, c'est un grand sultan. Donc il ordonne à son amiral Baltaolu de capturer ses navires, suivant lui-même les combats depuis la rive, beuglant comme un âne, insultant ses hommes, tellement à donf qu'il fait entrer son canasson dans l'eau jusqu'à ses propres genoux. Il est chaud bouillant, le mec. Mais ce sera un fiasco. Même ses navires les plus gros sont plus petits que les navires européens, et ses marins moins expérimentés aussi. L'abordage est impossible, les 4 navires chrétiens se sont rassemblés pour former une espèce d'énorme château flottant, et les capricieux courants du Bosphore n'aident pas des masses les manœuvres. Après une dure journée de combat,
moult mains coupées directement sur le bastingage, plein de rames brisées et usage de l'épouvantable feu grégeois, les Ottomans voient entrer le château flottant Pépouze au port, tandis qu'eux-mêmes ont bien douillé. Et Mehmet pète un plomb, ce qui d'ailleurs rappelle son terrible arrière-grand-père Bayezid. L'amiral Baltaoleux est bastonné et tous ses biens sont redistribués aux janissaires. Et encore, il échappe à la décapitation uniquement parce que ses officiers ont dit qu'il a vraiment fait tout ce qu'il a pu. Il a quand même perdu un œil lors des combats, loulou. Pourtant, il finira clodo. Ce qui est peut-être pire. Yeah, broken back is pretty bad. Au final. Chez les défenseurs, en revanche, gros stuff, grosse remontée de morale. Mais ça ne va pas durer. Si le soir même on profite de la bouffe, des renforts et du matos apporté et qu'on fête cette victoire, mais genre comme les Gaulois dans leur village, on est loin de se douter de ce qui va suivre. Car Mehmet, enragé, conçoit un plan de dingue. Transporter la moitié de ses navires jusqu'à la Corne d'Or en contournant Pera, toujours assiégé par Zaganos Pacha malgré la neutralité génoise, et ainsi occuper le port de la ville. Alors certes, c'est une technique assez ancienne, on l'a vu à Nicée, elle existait déjà chez les Romains, etc., d'accord. Sauf que d'habitude, elle se pratique plutôt sur sol plat. Là, la colline derrière Pera, elle fait plus de 60 mètres de haut, c'est-à-dire qu'elle est 3 fois plus haute que les plus hautes tours de la muraille. Le chantier est titanesque, et pour éviter que les assiégés y mettent leur pif, Mehmet poursuit la canonnade. Oui, la perspective d'un boulet directement dans les miches, ça écarte les curieux déjà, ça occupe les défenseurs à réparer la muraille, mais en plus, chaque détonation fait un énorme nuage de fumée noire, parfait pour masquer les travaux. C'est ainsi que le 22 avril au matin, les défenseurs mal réveillés sont un peu sur le cul de voir 70 navires, avec tout leur équipage dedans, toute voile dehors, tambour battant comme s'ils barbotaient en pleine mer, en train tranquillement de descendre le long de la colline jusque dans les eaux calmes de la Corne d'Or. C'est la merde. Ils doivent riposter très vite s'ils ne veulent pas perdre le contrôle du port. Ils décident donc de tenter une petite expédition nocturne pour aller incendier la flotte turque tant qu'elle n'est pas bien installée. Mais évidemment, Vénitiens et Génois se foutent sur la gueule, chacun accusant l'autre de vouloir voler la vedette. C'est bien le moment. On perd un temps précieux et l'opération n'a donc lieu que le 28, ce qui est beaucoup trop tard. Entre-temps, Mehmet a fait construire un pont de tonneaux sur lequel il a placé une artillerie qui repère et bombarde l'expédition nocturne, qui tourne au fiasco. On peut même supposer qu'un traître a mis le sultan au courant, sachant que des espions génois circulent dans les deux camps et donnent des infos aux deux adversaires. Toujours dans l'optique de gagner sur les deux tableaux, évidemment. Évidemment, Vénitiens et Génois s'accusent l'un l'autre de cette défaite, ce qui fragilise la déjà mince cohésion des défenseurs. Mais en plus, si jusqu'ici ils concentraient leurs troupes sur les murailles terrestres, le port restant inaccessible aux Ottomans, ils doivent maintenant faire gaffe là aussi, dispersant encore plus leurs forces. Et du coup aussi, blocus. Ça veut dire que les renforts vont avoir du mal à rappliquer, si jamais ils rappliquent, ce qui a l'air quand même pas mal compromis. Et Pera peut plus vraiment filer un coup de main côté bouffe, puisque le port est encerclé. S'ensuivent donc des problèmes de ravitaillement, malgré les efforts de Constantin pour faire raquer tout le monde, nobles et religieux compris, pour le salut commun. Il s'engage parfois même à rembourser ses emprunts 4 fois plus cher. Mais ça ne sert à rien, Mehmet a réussi. La défense est de moins en moins efficace. Ah, tu vois, il n'est pas tellement con. And he's still alive. I could have swore in the beginning of the video, this guy said he was beheaded for being an idiot, for people not liking him. Did I miss something? I must have missed something. Or maybe they wanted to behead him. Maybe they never beheaded him. Il met donc les bouchées doubles, Loulou. Non seulement les bombardements ne s'arrêtent presque jamais, malgré les douilles que ces canons rencontrent, que ce soit à cause du temps ou de leur mauvaise assise qui est ruinée par les pluies de mai qui transforment tout en boue, mais en plus, il force les défenseurs à se carapater derrière la muraille extérieure, ce qui est un premier pas non négligeable. Pourtant, peu importe ce qu'il essaie, il est toujours repoussé. Il tente à plusieurs reprises de creuser des galeries pour saper les fondations des murailles. L'ingénieur écossais, John Grant, l'en empêche à chaque fois. Il fait combler les fossés et fait venir un énorme château de bois pour prendre pied sur la muraille. Les défenseurs le crament le 18 mai. Ils sont peut-être crevés, mais ils tiennent bon. Ils tiennent parce qu'ils espèrent. Mais quoi donc? Des renforts vénitiens. Sauf que ceux-ci ont beaucoup palabré et sont à la bourre, pensant tout simplement que les Grecs de toute façon peuvent tenir beaucoup plus longtemps, puisque par exemple en 1394, la ville a tenu 8 ans.
Sauf qu'en 1394, les Turcs n'avaient pas de flotte, mais bon. Donc à Constantinople, ça urge, et des marins vénitiens dans la ville proposent de se déguiser en Turcs et de partir sur un vaisseau à la recherche de cette hypothétique flotte de secours. Le 23 mai, une nuée de navires turcs aux trousses, ils reviennent bredouille. Si on veut bien se battre jusqu'au bout, on commence quand même sérieusement à bader. Alors, soulignons au passage le courage, l'altruisme et le sens du devoir de ces osios vénitiens qui auraient très bien pu se carapater, mais qui sont quand même revenus délivrer leur message. L'empereur les remercie en pleurant à chaudes larmes. S'ensuivent immanquablement hystérie et querelle. Tout devient mauvais présage. La coupole de Sainte-Sophie baignée de lumière rouge. C'est peut-être tout simplement le reflet des feux du campement ottoman. Non, c'est la fuite de l'Esprit Saint abandonnant les chrétiens, tandis que les Turcs, eux, évidemment, y voient un bon présage. La statue de la Vierge protectrice de la ville se casse la gueule lors d'une procession. Elle les abandonne. Des pluies monstrueuses, châtiment divin. Brouillard en mai, c'est pour mieux cacher le départ de l'Esprit Saint. Bref, aussitôt, désertion, accusation de traîtrise entre byzantins et italiens, entre vénitiens et génois, entre orthodoxes et latins. Même Giustiniani et Notaras, qui pourtant devraient montrer l'exemple, se bouffent la gueule aussi, le premier voulant réquisitionner l'artillerie du second pour sa portion de muraille. Mais toujours, l'empereur veille. Pourtant crevé, insulté, menacé, critiqué, blessé, Constantin fait le maximum pour sauver la ville. Il cherche à calmer les tensions. Et au lieu de fuir pour mieux revenir ensuite, comme l'ont fait certains de ses prédécesseurs et comme on le supplie de le faire, il refuse d'abandonner son poste. Un jour, alors que ses plus fidèles serviteurs essaient de le convaincre une fois de plus de partir, il hésite. Il est crevé, il est tellement crevé qu'il tombe dans les vapes. Mais à son réveil, il est de nouveau inflexible. Il ne veut pas qu'on se souvienne de lui comme de l'empereur qui a abandonné la ville. Étonnamment, pour Mehmed, c'est pas pour autant la joie non plus. Son armée râle. Malgré ses immenses moyens, rien de concret n'a été accompli, pire, la flotte a subi plusieurs dérouillés, et dans le camp aussi on commence à voir les miquettes. Beaucoup de rumeurs sur l'arrivée d'une flotte vénitienne ou d'une armée hongroise circulent sous les turbans. Donc le prestige de Mehmed, déjà inexistant, est encore plus en chute libre, et certains de ses ministres ne peuvent pas s'empêcher de rappeler qu'ils étaient contre ce projet, à la base. Khalil Pacha, lors d'un conseil militaire, rappelle qu'il ferait mieux de tous se tailler avant de voir appliquer d'autres chrétiens. Il a toujours soutenu qu'assiéger Constantinople, c'était risquer de se prendre toute l'Europe sur la gueule. Bon, dans les faits, il s'est planté, ça on le verra. Mais il reste encore les plus belliqueux, comme Zaganos Pacha. Alors, ils sont pas nombreux, mais ils soutiennent encore l'idée d'une attaque décisive, tout comme, selon eux, le reste de l'armée. Donc si Mehmed veut encore avoir une chance de réussir, il faut qu'il agisse vite. C'est la dernière. Vers le 25 mai, ayant pour faire zizir à son vizir proposé à nouveau à la ville de se rendre, à des conditions exorbitantes toujours, et s'étant évidemment fait envoyer promener, il se prépare à organiser un nouvel assaut massif. Il fait redoubler les bombardements, et le 27 mai, une partie de la muraille extérieure se casse la gueule. Dans la nuit, les Turcs en profitent pour combler le fossé afin de mieux préparer l'assaut à venir. Il donne ensuite ses ordres, rappelle aux Génois de Péra qu'il ferait mieux de garder leur neutralité s'ils veulent pas se bouffer une baffe par ricochet, et si le lendemain, le 28, est une journée de repos pour sa troupe, c'est parce que l'assaut final est prévu pour le 29. Repos qui fait bien flipper la ville. Sont pas dupes, les loulous, et tout à coup, plus de querelles politiques ou religieuses. Tous s'unissent dans la prière, sachant qu'ils vont y passer. On voit tous les civils, latins et orthodoxes, se masser à Sainte-Sophie pour prier ensemble, alors qu'aucun orthodoxe digne de ce nom n'y a foutu les pieds ces 5 derniers mois, mettant fin, pour l'occasion seulement, à plus de 4 siècles de chamaillerie entre le pape et l'orthodoxie. On fait moult processions, on fait sonner les cloches, l'empereur se fait donner la confession, il se fait ensuite absoudre par les évêques présents, avant de demander à tous ceux qui l'auraient pu offenser de le pardonner. C'est pas la joie. Non. Puis dans la nuit, après avoir fait ses adieux à ses proches, il inspecte une dernière fois ses troupes sur les remparts extérieurs, avant d'aller sur la vieille tour d'angle du palais des Blackern, en compagnie de son ami, l'historien Georges Frances qui raconta le siège, à contempler la mer, la Corne d'Or, la ville endormie mais anxieuse, et le campement turc. Tout ça une dernière fois. Ensuite, il part rejoindre ses hommes et son poste. Derrière eux, les portes sont fermées. Aucune retraite possible. Le sultan non plus n'a presque pas dormi. L'angoisse le prive de sommeil, comme quand il crapahutait dans les rues d'Andrinople. Il a parcouru son camp toute la journée et une bonne partie de la nuit pour chauffer ses troupes. Son plan est simple, épuiser les défenseurs en les harcelant sans cesse de tous les côtés avant de donner le coup de grâce. Mais s'ils tiennent bon, s'ils repoussent cet assaut,
il devra abandonner, et il sera sans aucun doute déposé. En gros, il joue sa carrière. Sa situation en cette nuit du 28 mai 1453 a de quoi le tenir éveillé. Attends, I'll be right back. Ok, on continue. Vers 1h30 du matin, rompant le silence, une première attaque est lancée, et les bashibouzouk, les têtes qui fonctionnent mal, se ruent sur la brèche comme des dingues à coups de cris terrifiants, de tambours et de fifres, auxquels répondent les cloches des églises, les prières des civils et le silence des défenseurs. Et plus ou moins les dents qui claquent de tout ce qu'il y a dans la cité. Alors, les bashibouzouk étant de mauvais soldats et se débinant assez vite, Mehmet a fait placer derrière eux une police armée de gourdins et de fouets pour les empêcher de reculer. Et derrière cette police, ces janissaires prêts à buter tous ceux qui passeraient quand même. Mais pourtant, la brèche est courageusement défendue par Giustiniani et l'empereur. L'attaque est repoussée, et les femmes de la ville apportent de quoi réparer les murs et de quoi rafraîchir les soldats. Mais combien de temps encore pourront-ils tenir ? Car c'est que le début. Les bashibouzouk ont parfaitement rempli leur mission, à savoir harceler leurs adversaires. Ils les ont fatigués et empêchés de se réunir au plus fort de l'attaque, en attaquant eux-mêmes partout à la fois. Presque aussitôt, pour profiter de cet avantage, une deuxième attaque enchaîne, avec cette fois-ci des régiments anatoliens bien mieux entraînés. Accompagné du canon d'Urban, qui d'ailleurs est mort à cause du tir de sa propre création, c'est bien fait pour sa gueule, il crée une énorme brèche et se rue à 300 dedans. Mais Constantin, toujours sur le qui-vive, leur botte le cul vaillamment. Les Anatoliens se carapatent donc à la plus grande colère de leur sultan, et en face, une fois de plus, on tente tant bien que mal de réparer les murailles. Enfin les palissades, ce qu'il en reste. Pendant ce temps, partout ailleurs, d'autres assauts sont donnés, mais sont repoussés sans mal, et le sultan s'en fout. Ils ne servent qu'à occuper les défenseurs partout à la fois, en les empêchant de se réunir sur un front commun. L'étape d'après, c'est d'achever les chrétiens en envoyant ses meilleures troupes, les janissaires. Mais il est tendu. S'ils foirent, si les invincibles janissaires se font dérouiller, si les chrétiens les repoussent, personne n'acceptera plus d'aller au combat. Et à partir de là, ces ministres dubitatifs prouveront qu'ils avaient raison depuis le début. Ce sera donc la fin du siège et très probablement celle de son règne. Sur les remparts, Constantin et ses petits potes n'ont sans doute pas conscience du vertigineux et incertain équilibre sur lequel repose la bataille. Ils castagnent depuis des heures, ils sont crevés, ils n'ont personne pour les remplacer eux, mais ils n'ont pas le choix. Ils sont l'ultime défense de la ville, ils peuvent pas se débiner, sans quoi ce sera la fin. Ils cherchent donc en eux suffisamment de force pour tenir, sans savoir combien d'assauts encore il faudra repousser. Mais s'ils savaient l'angoisse du sultan, s'ils savaient qu'en tenant encore quelques heures, qu'en repoussant le prochain assaut, ils pourraient espérer avoir définitivement gagné, ils pourraient faire perdurer l'Empire romain d'Orient pour encore quelques temps, peut-être retrouveraient-ils un peu de cette énergie qui leur manque tant. Mais tout ça, ils ne le savent pas et n'auront pas l'occasion de l'apprendre. Et d'ailleurs, Mehmet ne veut pas tellement leur laisser le temps d'y réfléchir. Mais ne vous méprenez pas, Mehmet n'est pas qu'angoissé, il est aussi audacieux. Il sait ce qu'il a à perdre, mais aussi à gagner. S'il réussit, il deviendra le plus grand sultan de sa dynastie et le plus illustre prince de l'islam. Okay, I definitely misunderstood in the beginning. Okay, he clearly did not get beheaded. Alors, pour mettre toutes les chances de son côté, tandis que le second assaut est à peine terminé, il fait balancer un maximum de projectiles sur les défenseurs pour les empêcher de réparer la palissade ou même de se reposer un peu. Les 12 000 janissaires s'avancent alors, imperturbables, terrifiants de calme, accompagnés jusqu'au fossé par leur maître, Mehmet, qui les encourage. C'est sa dernière carte, il compte bien la jouer, jusqu'au bout. Ce sont des soldats entraînés. Accompagnés par une musique martiale terrifiante qu'on entend jusqu'au Bosphore, ils ne se ruent pas comme des dingues, comme les Anatoliens ou les bashibouzouk. Ils avancent en rang, disciplinés, sans que rien ne les arrête. Méticuleusement, ils apposent leurs échelles, font place au rang suivant, et aucun bordel ne règne là où les autres étaient si nombreux à s'entasser qu'ils se gênaient. Sur les remparts, les chrétiens, alors qu'ils sont crevés, se battent comme des diables, avec l'énergie du désespoir. Sinon, c'est terminé pour eux, ou leur famille, ou leur ville, ou leur empire, ou tout à la fois. Alors le combat fait rage pendant 1 heure sans que les janissaires puissent avancer, quand soudain, 2 incidents simultanés ont lieu, qui vont définitivement renverser l'équilibre précaire de la bataille. D'abord, une trentaine ou une cinquantaine de Turcs, janissaires pour les uns, bashibouzouk pour les autres, découvrent une poterne, une petite porte, la Kerkoporta, mal fermée après la dernière sortie des défenseurs. C'est con. Ils s'y précipitent et grimpent sur la muraille. Alors, les chrétiens s'en étant vite rendus compte, ils devraient pouvoir maîtriser la situation.
Sauf que malheureusement, au même moment, en plein combat, l'âme même de la défense, le vaillant Giustiniani, qui a tant fait à lui seul, se prend une balle de coulevrine. Il est grièvement blessé. Il demande à être évacué, malgré l'insistance de l'empereur, qui sait très bien ce que ça va faire au moral des troupes. Et en effet, tandis qu'on l'embarque dans la ville vers son navire, les Génois commencent à avoir bien les miquettes et se débinent à sa suite, pensant qu'il se taille et que donc tout espoir est perdu. Il ne reste donc presque plus que les Byzantins pour défendre leur ville. Une fin assez logique. La suite est confuse. Les Grecs peu nombreux sont coincés contre la muraille et massacrés par les Turcs, et les Génois ayant cédé à la panique, la Carcoporta est prise par les Ottomans qui vont planter leurs étendards au-dessus, sur la tour. La ville est prise. Constantin, son cousin Théophile Paléologue, son compagnon d'armes Jean d'Almata et son cousin Don Francisco de Tolède tentent une dernière fois de rallier les Byzantins, mais c'est peine perdue. L'ayant compris, ils se précipitent valeureusement dans la mêlée, en sachant très bien qu'ils n'en reviendront pas. L'empereur lui-même a enlevé ses insignes impériaux pour mourir comme un simple soldat. On ne les reverra jamais. À partir du moment où dans la ville on voit les étendards turcs à la place des Grecs et des Vénitiens, on abandonne. Beaucoup se carapatent pour aller sauver leur famille, beaucoup d'Italiens montent à bord de leurs vaisseaux pour tenter de fuir, d'autres continuent à castagner, comme quelques Crétois ayant pris le contrôle d'une tour, et qui, ne pouvant être délogés, obtiennent la permission des Turcs sur le cul de partir, d'autres sont capturés, et ce d'autant plus qu'à la nouvelle de la prise de la Carcoporta, un assaut général est lancé et les portes s'ouvrent les unes après les autres. Les Ottomans impatients massacrent tout d'abord sans distinction, puis pillent, violent, détruisent et réduisent en esclavage. Ça sauve d'ailleurs la vie de pas mal de chrétiens, paradoxalement. Les Turcs n'étant plus vigilants, You see, slavery's been around for thousands and thousands and thousands of years. Notamment les marins qui flippent de perdre leur part du butin en arrivant après l'armée, 7 navires de Péra, 1 ou 2 génois, la flotte de guerre vénitienne et 4 ou 5 galères byzantines font sauter la chaîne du port et se barrent. Bon, ils ont avant ça attendu d'avoir le plus de rescapés possible à leur bord. Gentils les mecs. D'autres malheureusement auront moins de chance. La flotte turque les empêchant de fuir, ce sera pour eux l'esclavage ou la mort. Après avoir pillé bon nombre de palais, d'églises, de monastères, beaucoup de Turcs convergent vers le plus grand lieu de culte de la cité, la cathédrale de la Divine Sagesse, Sainte Sophie. Beaucoup de chrétiens sont venus prier ici, espérant, derrière les lourdes portes de bronze, un ultime miracle, mais la cathédrale est vieille et mal entretenue, les portes sont défoncées et tout se trouvait sur place réduit en esclavage. Certains prétendent avoir vu quelques prêtres rassembler les objets les plus sacrés et disparaître derrière l'un des murs sud. Ils ne devraient revenir célébrer l'office interrompu que le jour où Sainte Sophie redeviendra une cathédrale. C'est pas demain la veille. Une autre légende dit que Mehmet y entra à cheval et, piétinant les tas de cadavres qui s'y trouvaient, aurait appuyé sa main rougie de sang tout en haut d'un pilier, vu Look at that architecture. qu'il y avait énormément de cadavres sous ses pieds. Wow. Ça pue pas la rumeur du tout, hein. Car Mehmet s'intéresse au sort des vaincus. Ce sont après tout ses nouveaux sujets, on y reviendra. Contrairement aux 3 jours de pillage prescrits, il n'en autorise finalement qu'un. Les 2 suivants suffiront déjà à peine à répartir le butin et à dénombrer les captifs. Il n'entre qu'en fin d'après-midi dans la ville, par la porte d'Andrinople, après avoir saupoudré son turban d'un peu de terre en signe d'humilité. Il se rend ensuite immédiatement à Sainte-Sophie, où il interdit la destruction et le pillage du lieu, autorisant même les quelques rares Grecs encore là à rentrer chez eux en toute sécurité. Il visite ensuite le palais des empereurs tout proche, une véritable ruine, et selon la légende, déclame quelques vers persans. L'araignée tisse sa toile dans le palais des Césars, le hibou monte la garde dans les tours d'Afrasiab. César. Le lendemain, on répartit le butin mais aussi les captifs. On en comptera près de 40 000, voire 50 000, dont 5 000 soldats. Il n'y a que 4 000 morts. Mehmet se montre tout d'abord bon prince, accordant la liberté à pas mal de femmes nobles, leur filant même du pognon pour qu'elles rachètent certains membres de leur famille. Il garde cependant les plus jeunes et jolis adolescents et adolescentes pour son harem personnel. Il rachète aussi certains grands notables ou ministres grecs, comme Lucas Notaras, mais tout ce qui est vénitien, génois, catalan ou même Orhan, ils auront moins de bol, hein. Généralement, ils vont finir décapités. À vrai dire, certains de ces notables grecs n'ont pas profité longtemps de leur bol. Changeant d'avis sur l'avis de ses conseillers ou de son propre chef, Mehmet en fait exécuter certains, notamment Notaras, qu'il avait prévu de faire gouverneur de la ville. Alors que Mehmet est en train de ripailler, il apprend que le plus jeune fils du mégadux, à 14 piges, est assez beau gosse. Il demande à ce qu'on le lui amène. Notaras, ayant perdu ses 2 autres fils dans la bataille, refuse. Lui, son fils et son gendre sont donc amenés devant Mehmet, qui, passablement bourré et enragé, les fait décapiter. Et Notaras en dernier, à sa demande,
pour que la vue de son corps sans tête ne fasse pas convertir les deux enfants. Alors Mehmed dit ensuite avoir regretté, mais comment savoir? C'est Il était incroyable. largement assez malin pour comprendre qu'en laissant perdurer les grandes familles byzantines, il prenait le risque non négligeable de voir l'Empire renaître de ses cendres. Quant aux autres, certains parviennent à Venise ou à Rome, qui deviendront les grands centres des réfugiés byzantins. Certains vont passer leur vie à chercher les membres disparus de leur famille, parfois jusqu'en Égypte, en Tunisie ou à Grenade. Quant à Giustiniani, lui, il n'a pas survécu beaucoup à ses blessures. Il est mort en mer quelques jours après la chute de la cité. Et beaucoup lui ont reproché, avec raison sans doute. C'est vrai que s'il n'avait pas fait sa chochotte et qu'il était mort sur les murailles en héros avec ses hommes, la défense aurait peut-être pu tenir. Maintenant, je vous le demande, comment reprocher, sans trembler des genoux, à un mec qui s'est porté volontaire, mieux, qui a payé de sa poche l'entretien d'une petite armée pour une cause perdue, de chercher à crever comme il l'entend? Quant à l'empereur, on ne sait pas. Certains prétendent avoir apporté sa tête au sultan qui l'a fait reconnaître par des prisonniers avant de l'exposer sur une colonne en haut du forum d'Auguste, d'autres disent l'avoir reconnu parmi un tas de cadavres, d'autres disent qu'on ne l'a jamais retrouvé. Alors, on a bien retrouvé un corps avec des bas brodés et des jambières arborant l'aigle impérial, mais comment savoir? En tout cas, et si de nombreuses légendes courent sur sa résurrection ou sa survie miraculeuse, il est le dernier empereur romain. Et il n'est pas connu pour avoir abandonné sa ville. Mehmed devient enfin Mehmed Fethi, le conquérant, celui qui a réussi là où ses illustres ancêtres ont échoué, celui qui a eu raison là où ses conseillers avaient tort. Il en profite d'ailleurs pour les châtier, ceux-là. Le vieux vizir Alexandre Pacha, accusé à tort ou à raison de trahison ou de copinage avec les Grecs, est exécuté, décapité, peu après la prise de la ville, ainsi que d'autres vieux ministres de Mourad. Une page est tournée, Mehmed devient tout-puissant et son pouvoir incontesté. La ville est en ruine pour l'essentiel, au point que Mehmed s'en repentira amèrement quand il la quittera le 21 juin. Pourtant, certains quartiers ont été épargnés, soit parce qu'ils étaient séparés des autres par de grands espaces vides dus à la ruine progressive de la ville ces 2 derniers siècles, soit parce que certains notables en ont offert la soumission à Mehmed suffisamment vite pour obtenir de lui une garantie contre les pillards. De la même manière, certains lieux de culte ont été épargnés. Mehmed se voulant héritier de l'Empire romain, il compte s'occuper aussi bien de ses nouveaux sujets que des autres. Ceux-ci, les orthodoxes du moins, vont donc désormais constituer un millet, une communauté autonome au sein du sultanat, dépendant de leur chef religieux. Le problème, c'est que le chef religieux des orthodoxes, c'est l'empereur. Il n'y en a plus. Ensuite, c'est le patriarche. Il n'y en a plus non plus, puisque le dernier s'est barré à Rome. Donc il faut en choisir un nouveau. Et on choisit le moine Génade, dont j'ai déjà parlé. Son vrai nom, c'est Georges Scolarios, c'est un immense érudit, et c'est le plus fervent anti-unioniste encore en vie. Le nouveau patriarche et le sultan vont écrire ensemble une constitution pour ce millet, liberté de culte, respect des lieux de culte et autres conditions habituelles accordées aux dhimmi, les membres des religions du livre, dans l'islam. Même si dans les faits l'essentiel des églises ayant été pillées ou attribuées à d'autres fonctions, elles vont rarement redevenir des églises. Et ça va pas aller en s'arrangeant puisque les héritiers de Mehmed seront moins scrupuleux que lui. Pourtant, Mehmed, assumant le rôle qu'il s'est attribué d'héritier de l'Empire romain, même si les frères de Constantin conserveront leur indépendance jusqu'en 1460, se donne pour mission de repeupler et de reconstruire cette cité qu'il a lui-même dévastée, ce qu'il regrette. Oubliant sa capitale Andrinople, il vient vivre dans le nouveau centre de son empire, prévoit de grandes constructions comme le bazar ou le palais de Topkapı, et fait venir des populations grecques, turques, arméniennes, juives, etc. afin de donner un nouvel éclat à cette cité millénaire. Et il peut se vanter d'avoir réussi. Peu de temps après, Constantinia était plus belle grâce à lui que ce que les empereurs ruinés avaient pu en préserver pendant les 2 derniers siècles. Et c'est en ça qu'il est l'héritier des empereurs romains. Si aujourd'hui encore on peut voir de magnifiques vestiges de Byzance côtoyer des monuments ottomans tout aussi magnifiques à Istanbul, c'est parce qu'une certaine continuité a été assurée. Mais le reste de l'Europe? Apprenant la nouvelle, les Occidentaux portent le deuil de cet empire qui a vécu si longtemps à leur porte, les protégeant souvent même sans qu'ils s'en rendent compte, mais malgré cette perte, malgré la présence turque désormais toujours plus proche et qui va faire flipper l'Europe pour les siècles à venir, sur le coup, on se contente de faire la paix avec le sultan et de renouveler les traités au mieux de ses petits intérêts personnels. Il y a bien quelques papes qui vont tenter de raviver la flamme de la croisade, sauf que, à force de cracher sur les Byzantins ces derniers siècles, ils ont contribué à leur chute et au manque d'empathie que leur accordaient les Occidentaux. Du coup, il y a bien quelques mecs qui vont se vanter de partir en croisade, mais qui le feront jamais, c'est juste pour rouler des mécaniques. Cette époque-là était définitivement révolue. Et c'est pour ça que 1453, qui est aussi l'année de la fin de la guerre de 100 ans, marque pour beaucoup la fin du Moyen-Âge,
parce qu'on passe de la priorité de l'entraide chrétienne à la priorité de la raison d'État. Après, tout cela aurait-il pu être évité? Et si Constantin, Giustiniani, Notaras et les autres avaient repoussé les janissaires? Ça n'aurait pas changé grand-chose en fait. Ce n'était plus qu'une question de temps. Au contraire, vu l'état de délabrement de l'Empire byzantin lors de ces 2 derniers siècles, on peut même s'étonner qu'il ait survécu si longtemps entre les 2 parties de l'immense sultanat ottoman. C'était donc inéluctable. L'ère ottomane attendait son heure, tandis que la page byzantine aurait dû être tournée bien plus tôt. Ouais. Ouais. He's a very good, I mean... Merci à tous d'être restés jusqu'au bout de cette très longue vidéo, a priori la plus longue de la chaîne. Bon, Et toi, pour parler comme ça, non-stop, for 45 minutes, non-stop talking, c'est pas facile, vraiment. J'imagine que vous n'êtes pas tous là, certains ont abandonné en route. En tout cas, ceux qui ne sont pas venus jusqu'au bout, merci beaucoup à tous. Merci à ceux qui laissent des commentaires, à ceux qui Yeah, I agree, buddy. I don't know how many people are still here with us. laissent des j'aime, à ceux qui partagent, à ceux qui en parlent There's autour only a d'eux, certain à amount ceux of qui m'envoient people. des mails, des messages sur Facebook, sur Twitter, etc. Un immense merci, franchement. Un immense merci également aux tipeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux et sans vous, la Ah, tipeee.com, c'est juste pour la France, ça. chaîne n'existerait, je pense, plus parce que vous apportez quand même un gros soutien financier. Ceux qui le veulent et qui en ont les moyens, vous pouvez aussi le faire sur le site Tipeee. Un immense merci à Rordi Saval et à Aliavox pour l'utilisation de ces merveilleuses musiques que vous avez pu entendre tout au long de la vidéo, Oh, probably copyrighted. qui sont vraiment historiques. N'hésitez pas à les farfouiller sur leur site, il y aura le lien dans la description pour aller chercher leur CD. Chacun est un pur bijou. J'espère que ces morceaux vous auront plu et que d'habitude je vous mets la liste dans l'ordre de tous les morceaux que j'ai utilisés. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer des vidéos suivantes. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. Et à bientôt. C'était beaucoup de boulot, ça. Il a fait beaucoup de boulot pour cette vidéo. Alors, I don't know how many people are, interested in history. So, there's a lot of people out there that they could care less. What happened 800 years ago, 600 years ago, 500 years? Who cares, It's today that matters. All that matters is where we are today and where we're going, not how we got here. A lot of people don't care. Man, when you have somebody like this, who's a very good speaker, this guy should be a history teacher. Seriously. Like, he explained that so well. I personally, I'm really not interested in this kind of history until I just kept listening and kept listening. And the story kept growing and growing. And all of a sudden, you find yourself like, what's going to happen with Mehmet? Is he going to win? Is he going to lose? Is he going to look like an idiot like everybody thought he would? No, he didn't look. He ended up being a freaking conqueror. And, each leader trying to hold their own, doing their own thing. Some want to go down with the ship, like the Titanic. Captain said, I'm not leaving the Titanic. I'll go down with it. That was Constantine or whatever his name was. He just stayed to the last moment. Said, that's it. I'm not leaving. I'm not gonna be known as a Shah and petit Shah. I'm not gonna be known as that. I'm gonna be known as I fought to the end and I did everything I could do. But these are very interesting stories. There's no way in a million years I would ever know about this. Probably nobody that I know knows about this. Seriously, not one person. Nobody. So until you actually watch a video like this, you start to a little bit of history because, I know you forget like 80% of what you heard after, 3 months from now. What are we really going to remember from a video like this? But if somebody ever were to say, hey, that conqueror named Mehmet, you'd be like, oh, I do know about Mehmet. I do know a little bit about Mehmet. You could have a little bit of a conversation at least. Where before the video, you'd be like, who? Mem who? No, I have no idea who the hell that is. So these are,
You know, that was a long video. It was a long video, but a lot of detail, man. This guy is very precise in his storytelling, the details. I mean, it's a good job. It's a great job. And if you like history, this is your thing. Definitely go over to his channel and subscribe, because apparently this guy's been doing a lot of history. You see, he was like, in my other video, we discussed this guy. In the other video, we discussed this guy. So he probably goes through all the emperors, all the conquerors. Who the hell knows, from the 1200s, 14, 13, 15, 16s, I don't know. All those centuries. He does his work, man. He does his work. And he brings it out in a very good quality video. So thumbs up. Whether you bored or not with this kind of information, it's still a really good video that he created here. It's really good. Good information. Okay? I mean, you might get a little bit smarter. You know, you just a little bit smarter with information that you could store in your brain somewhere. Where one day if somebody were to say to you, you know, do you know who Mehmet is? By you just saying, yeah, I know that guy. You want to know a little bit about his story, and you start telling him a little bit about it, everybody be like, holy shit, they'll be impressed. Be like, damn, this guy, wow, he knows Mehmet? That's incredible. So you never know. Sometimes this information is, it helps a little bit, you know? Just put it in the drawer. Put it in the file cabinet in your brain. Put it away. You'll probably never talk about it again, but you never know. You never know. Take care. Peace out. À la prochaine.